mais cela au prix d'un troisième terme qu'Adorno évoque dans Sur quelques relations entre musique et peinture, à la fois sous le nom de langue et sous celui d'écriture. Peinture et musique, écrit-il, se déplacent l'une vers l'autre en tant qu'écriture. Sur quelques relations entre musique et peinture. Écriture qu'il compare à une soudaine lueur qui a quelque chose de temporel. Ce serait dans cette relation avec le temps que l'art trouverait une affinité avec l'expression pure, dont l'écriture, au sens où Klee, le premier à parler d'une écriture picturale, serait la forme et la lettre, le mode selon lequel le temps nous serait donné au nom de l'œuvre. Ce lien micrologique et compositionnel entre l'écriture et le temps engage une autre écoute, parce qu'il peut enfin être écouté. Grâce à la technique entendue ici au sens de ce qui ouvre l'ère de la reproductibilité, à l'image du microsillon qu'Adorno analyse en 1934 dans la forme du disque. Die Form der Schallplatte. Il faut en effet d'abord écouter la technique, car si au lieu de pratiquer l'histoire spirituelle, on en venait un jour à lire la position de l'esprit sur le cadran solaire de la technique humaine, alors la préhistoire du gramophone pourrait prendre une importance qui ferait oublier bien des compositeurs célèbres. Ce qui se joue techniquement avec le disque, avec le cinéma, avec la musique électronique, ne condamne pas l'art à l'industrie culturelle. La technique, au contraire, peut être la ressource d'une métamorphose décisive face aux esthétiques surannées et à la puissance idéologique de la culture, précisément parce qu'elle renoue l'écoute de l'œuvre d'art au mouvement originaire de sa temporalité. Ainsi, le disque fait réapparaître une relation immémoriale perdue et pourtant authentifiée, la relation de la musique et de l'écriture, Schrift. Grâce à la gravure du sillon sonore, l'écriture a indissolublement partie liée avec le son qui habite tel sillon et pas un autre. Dès lors, écrit Adorno en écho à Benjamin, la musique précédemment transmise par l'écriture d'un coup se transforme elle-même en écriture. C'est au prix certes de son immédiateté, mais c'est avec l'espoir qu'ainsi fixée elle deviendra un jour lisible comme la dernière langue de l'humanité après la construction de la tour de Babel, dont les énoncés précis et cependant chiffrés sont contenus dans chacune de ses phrases. Ce qui dans ce texte de 1934 porte le seul nom d'écriture, Schrift, s'approfondit en se dédoublant dans le texte sur quelques relations entre musique et peinture datées de 1965. Par la différence des langues, Adorno y fait entendre la différence qu'il institue entre die Schrift, entendons l'inscription, et l'écriture qu'Adorno écrit en français et en italique. Ce dédoublement du nom de l'écriture serait le nom de la différence même, soit le temps comme différence. Car ce que la technique moderne à l'œuvre nous donne à entendre dans l'espace de jeu qui sépare et relie l'inscription et l'écriture, c'est l'articulation des deux dimensions du temps que sont l'immémorial et l'histoire. L'inscription, c'est la marque de l'immémorial, relevant d'une langue authentique, mais en elle-même illisible, qui ne peut apparaître que selon le tracé d'une écriture toujours historique, elle, et toujours chiffrée, puisqu'elle ne saurait se réduire à une fonction imitative, désignative ou communicative. La rencontre et l'articulation de ces deux dimensions du temps, où la seconde est nécessaire à l'apparition de la première, formerait ainsi comme une sismographie hiéroglyphique, comparable selon Adorno à la chair de poule ou au rougissement du visage. Ce serait la brusque lueur d'une écriture temporelle de l'immémorial. C'est ici que loge et prend sens l'ornement dont Adorno s'affirme le partisan paradoxal dans le fonctionnalisme aujourd'hui, en se réclamant in fine de Boulez, dédicataire du texte, à condition d'opposer deux sens de l'ornement. L'ornement, certes, peut être cet élément décoratif et cultivé qu'a su éradiquer la modernité constructiviste, Loos, Schoenberg, Krauss, et qui, remis au goût du jour sous le nom du baroque, demeure la prédilection de la conscience aliénée. Mais Adorno souligne aussi que Schoenberg, en personne, a élaboré sa première symphonie à partir d'un thème purement ornemental, rappel de Wagner et de Bruckner. Il serait donc simpliste et béotien de vouloir nier a priori la valeur et la fonction de l'ornement, non seulement parce que certaines formes, ainsi le baroque, le réclament comme leur principe, mais surtout parce que les artistes les plus rigoureusement constructeurs savent y recourir et lui conférer un rôle majeur. Cet ornement bien pensé est peut-être même le foyer de toute œuvre d'art, parce qu'il est cet originaire supplément qui atteste l'irréductible dimension de l'imagination, lieu de la forme du temps. Adorno refuse en effet la diffamation de l'imagination.
Bien évidemment, et comme il explique dans le fonctionnalisme aujourd'hui, il ne s'agit pas de s'en tenir à ce que la psychologie ni non plus la philosophie ont pu lire de l'imagination. Elle n'est ni la seule faculté du possible ou de l'irréel, ni la capacité d'une prétendue création ex nihilo, se référant à Walter Benjamin qui définit l'imagination comme la capacité de l'interpolation dans l'infime. Adorno considère que l'imagination est seule capable d'éveiller toutes les données que l'histoire a stratifiées dans les matériaux et les formes et ainsi dessiner ce qu'il appelle la figure du problème. C'est par l'imagination que la création plonge dans le devenir encore obscur de l'art tel qu'il naît. Elle est forme, fantaisie et imagination de la forme ou encore Formgefühl. Formgefühl, ce sentiment de la forme auquel on appelait Schoenberg lui-même pour donner priorité créatrice à ce qu'Adorno nomme une écoute spéculative. Une telle écoute n'est pas l'apanage du créateur, elle doit être également, par exemple, grâce au disque, celle de l'auditeur, en ce qui lui est loisible de se mettre à l'écoute de ces beaux passages, Schönstellen, qui peuvent être prélevés comme des fragments dans les œuvres. Ces fragments deviennent à leur tour des sceaux, c'est-à-dire des noms, parce qu'ils peuvent faire surgir et exalter la puissance ornementale du détail. Des détails d'une telle dignité sont comme des sceaux qui donnent leur estampille à l'authenticité d'un texte. On pourrait les comparer à des noms. Des noms aux détails, des détails aux fragments, des fragments aux œuvres et des œuvres au temps, se dessine ainsi la force de frappe d'une estampille et d'un chiffre dont seule l'écoute spéculative peut saisir l'enjeu originaire. Pareille écoute récuse toute empathie et sait que l'œuvre ne peut qu'être laissée à son retrait et à son inaccessibilité, dans du mauvais usage du baroque. Mais elle peut toucher précisément au moment singulier de l'articulation, moment où l'écriture, dans la nécessité de sa supplémentarité fragmentaire, ouvre à l'expérience temporelle de l'œuvre et à l'expérience artistique du temps. Là réside la beauté ornementale de l'écriture qui relève de ce qu'Adorno nomme encore exacte fantasie. Imagination exacte parce qu'elle saisit et déclôt la force explosive et la richesse du détail, en s'attardant auprès de lui au lieu de se hâter jusqu'au tout avec une impatience angoissée. Ainsi, la lumière, une fois perçue par la beauté des détails, anéantit l'apparence dont la culture recouvre la musique. Dans cette écoute à distance où l'imagination réceptive rencontre l'imagination créatrice, l'œuvre d'art, à l'exemple de l'œuvre musicale, peut advenir alors comme une cristallisation d'instants dont il nous revient d'entendre tout à la fois la force historique et la puissance chaotique, sa teneur de vérité, wahr, Gehalt. C'est là que prennent sens le rien, le négatif et la souffrance, qui réclament et nourrissent l'art en tant que principe d'utopie. Quand l'œuvre, en leur donnant forme jusque dans la construction de sa propre disparition, permet de donner un nom au non, ouverte à la libre écoute de ce que Mallarmé nomme le creux néant musicien, la pensée esthétique, dans le fonctionnalisme aujourd'hui, qu'Adorno appelle de ses voeux capable de penser l'art au-delà de l'art lui-même, pourrait être à son tour le fruit de cette imagination exacte quand elle sait accompagner le mouvement de l'œuvre d'art, pour faire jaillir sa propre puissance temporelle de fragmentation concentrée dans l'ornement de son nom, Adorno. 1. Sans paradigme, invité à l'époque par le RIAS, Rundfunk im Amerikanischen Sektor, à parler des normes et des paradigmes esthétiques d'aujourd'hui, je déclarais ne pas avoir vocation à reprendre à mon compte ni à employer de manière positive une notion comme celle du paradigme. Formuler une esthétique qui, quelle que soit sa facture, prescrit des normes générales et repose sur des invariants, me paraît aujourd'hui chose impossible. Je disais que c'était à la seule condition de pouvoir exprimer pareille position qu'il me serait possible de traiter le sujet. La direction de l'université radiophonique m'a généreusement fait une concession. Ainsi donc, je ne veux ni ne peux, en peintre habile à la rapidité d'exécution, faire naître des paradigmes qui surgiraient devant vous comme par enchantement. Pas question non plus de suivre la mode de l'ontologie, mode de naguère et toujours en vigueur, pour pérorer avec plus ou moins d'emphase sur les valeurs éternelles de l'art. Paradigmes et normes, je peux uniquement les situer en tant que problème, et encore de manière bien fragmentaire. Je me trouve dans une situation comparable à celle que décrit un texte rendu célèbre par l'histoire de la philosophie, ce qu'il y a lieu de faire à un moment précisément donné du temps et qu'il y a lieu de faire immédiatement, dépend bien sûr entièrement des conditions historiques données dans lesquelles il y a lieu d'agir. Mais toute question se pose au pays du brouillard, se pose donc de fait comme un problème fantôme, et
et la seule réponse qui puisse lui être donnée doit être la critique de la question elle-même. Le mot Leitbild, paradigme de tonalité légèrement militaire, n'est vraisemblablement devenu populaire en Allemagne qu'après la Seconde Guerre mondiale. Sa sphère d'origine, c'est une critique conservatrice de la culture à visée restauratrice qui s'est déployée de part et d'autre du rideau de fer et qui se nourrit de termes empruntés au premier romantisme allemand ainsi qu'à Novalis et à Friedrich Schlegel. Son fondement le plus fréquent, c'est la réaction négative envers l'art de notre temps, accusé d'être déchiré, dominé par l'arbitraire de la subjectivité, répulsif, incompréhensible, muré dans sa tour d'ivoire. À raison même de son développement objectif et concret, l'art moderne s'est doté dans toutes ses expressions d'une forme dont on fait grief à ses producteurs et qu'on impute à leur mentalité ésotérique, élitiste, voire déracinée. De toute façon, on la verse au compte de leur pitoyable destin. On ne manquera pas de percevoir les affinités qu'entretiennent de telles considérations avec celles qui ont cours dans les systèmes totalitaires des deux genres, même si l'Ouest use parfois d'une terminologie plus humaine. Elles opèrent au moins au moyen d'une sociologie vulgaire. À les entendre, la société d'antan, la société féodale, mais aussi la société absolutiste de la première bourgeoisie, aurait été une société close, tandis que la société actuelle, société ouverte, échapperait à la contrainte de la loi. On assimile ici clôture à ce qui donne sens à une dimension positive. Ainsi, autrefois, toute œuvre d'art aurait eu son lieu, sa fonction, sa légitimité, tandis qu'aujourd'hui elle serait condamnée à l'arbitraire et serait donc sans valeur. Pour qu'il puisse a priori demeurer un art ayant une validité objective, on estime que l'art a besoin d'une structure solide qui lui donne le canon du juste et du faux. Or, comme à présent la société n'offre plus le recours d'une telle structure, et dans la mesure où l'on ne peut décréter les choses de manière abrupte et totalitaire, au moins réclame-t-on l'instauration d'un ordre spirituel dont se plaît bien sûr à prétendre qu'il n'y aurait pas à l'instaurer, mais à le découvrir dans ce qui est. Cet ordre est censé fournir ce qui, au stade de la naïveté bienheureuse, aurait garanti la complexion de la société ainsi que celle de l'esprit. La question des normes et des paradigmes apparaît lorsque permission et interdiction ne vont relativement plus de soi, lors même qu'on ne saurait se tirer d'affaire sans leur donner préalable au sens d'un frame for reference selon la formule en usage aux USA. Si j'ai simplifié la démarche de ce type d'argumentation, c'est pour rendre la question plus aiguë. Mais en fait, dans sa structure, la critique de la culture qui fait usage de la notion de paradigme n'est pas très éloignée de ces considérations-là, dans ce qu'elles ont d'élémentaire. Cet élémentaire n'est pas celui de la grande simplicité de l'antique vérité dont elle tire gloire, mais plutôt celui du terrible simplificateur, qui, depuis, s'est sollicité lui-même au-delà de toute mesure. Ces thèses peuvent donner l'impression d'être plausibles, elles peuvent être sûres de leur effet quand elles en appellent à ceux qui se sentent exclus par le nouvel art, qui enrage de ce qu'il exprime et de ce qui ne désire pas se concéder à eux-mêmes. Mais c'est à proportion de tout ce que ces thèses ont de faux. La clôture sociale dont au nom de l'art on continue à porter le deuil était hétéronome et pour l'essentiel imposée aux hommes. Si elle s'est effondrée, ce n'est pas à cause d'un péché originel d'ordre historique, ce n'est pas non plus parce qu'un fatal destin nous aurait fait perdre ce qu'on appelle le centre. C'est que la contrainte dont tant de gens sont avides aujourd'hui était devenue insupportable, vu que la teneur spirituelle qui la justifiait et que l'on vante pour sa nécessité incontournable s'est révélée être sans vérité et sans nécessité aux yeux de la connaissance évoluée. On a déjà quelques vergognes à s'éprendre nostalgiquement du Moyen-Âge comme on le faisait il y a 150 ans parce qu'on est conscient de l'impuissance de pareil enthousiasme et de l'impossibilité où l'on est de faire machine arrière à l'humanité en la ramenant au stade pré-bourgeois. On est dès lors moins en mesure encore de proclamer l'avènement d'un état spirituel qui, ne répondant à aucune structure sociale comme celle du monde médiéval ou de l'âge des corporations, serait dépourvu de toute base réelle et donc véritablement privé de toute racine. Soutenir que la qualité esthétique d'œuvres datant de l'époque pré-bourgeoise serait supérieure à celle de l'art récent, parce qu'elle aurait rondeur, univocité immédiate et clarté, c'est s'égarer sur la voie qui conduit au réchauffé des valeurs éternelles. La supériorité qualitative des œuvres d'art, datant des époques qu'on s'imagine dans la plénitude du sens, fait tout de même question. Ce qui a fait exploser leur ordonnance n'est pas dû à quelque changement abstrait des conjonctures ou des styles de pensée. L'exigence critique a une part essentielle au changement. Ce qui fait la différence entre Bach
et ses prédécesseurs comme Schütz ou Johann Caspar Fischer, ce n'est pas simplement l'esprit d'un temps où la subjectivité commence à donner sa tonalité, c'est aussi et tout autant la conscience prégnante des insuffisances de ses prédécesseurs. Une fugue de Bach en tant que fugue est d'abord et avant tout meilleure, mieux composée en soi, plus structurée et plus conséquente que les configurations rudimentaires du XVIIe siècle. Et il a fallu à la peinture un laborieux apprentissage pour conquérir la perspective spatiale. Au XIXe siècle, si décriées, ce sont là des choses qu'on osait encore dire, au lieu de présupposer comme allant de soi qu'en art la dignité la plus haute est l'apanage de la naïveté, c'est-à-dire de ce qui est le moins conscient de soi. La polémique engagée par Gottfried Keller contre le poète épique Jérémias Gotthelf et son anachronisme est un beau témoignage de cette sorte de liberté de l'esprit et de courage civique. À l'inverse, il émane aujourd'hui de l'historicisme, c'est-à-dire de la culture absolument la moins naïve qui soit, un terrorisme tel que personne n'ose plus reprocher aux productions ternes et aliénées que là réside précisément leur insuffisance. Cette insuffisance, il n'est pas si facile de s'en dédommager au nom d'un initial dont le caractère sacré peut être versé bien souvent au compte du plus bas degré des forces productives, et non pas à celui du souffle du premier jour de la création. Moins est naïve la conscience esthétique, et plus haute est la cote de la naïveté. En cette affaire, la qualité propre des configurations est de bien des façons assimilée à l'univers du style auquel elles appartiennent et réduites au canot des procédés traditionnels. On perd ainsi de vue que la qualité esthétique est la résultante de deux forces, de l'exigence spécifique de chaque configuration singulière et de l'unité extensive du style auquel elles appartiennent. On confond les canaux du style, les voies frayées qu'on peut suivre sans trop d'effort avec la chose même, c'est-à-dire la réalisation de son objectivité spécifique. Il s'en faut que le grand art ne soit jamais réduit à l'accord de chaque configuration et son style. Le style est le produit de la configuration singulière, tout autant que cette configuration se constitue au contact du style. Au fondement de cette hypothèse, il y a que même dans le passé, les configurations les plus importantes sont celles dans lesquelles le sujet et son expression ne forment précisément pas avec la totalité cette unité incontestée qu'implique l'adaptation au style. Si les grandes œuvres d'art du passé semblent closes et simplement identiques à leur langage, ce n'est qu'en surface. En réalité, elles sont des champs de force où s'expose le conflit entre la norme prescrite et la voix que ces œuvres cherchent à faire entendre. Plus haute est la valeur de ces œuvres et plus grande est l'énergie qu'elles mettent dans la lutte pour imposer ce conflit, souvent en renonçant à affirmer leur réussite, celle qu'on glorifie. Bien sûr, sans style, les grandes œuvres d'art du passé n'auraient pas été possibles, mais en même temps, et tout autant, elles sont toujours advenues comme contre le style. Le style a tout à la fois nourri et enchaîné les forces productives. Quand la dissonance fait une entrée décisive dans la musique contemporaine, pour finalement abolir la consonance et du même coup la notion de dissonance elle-même, on pourrait montrer que depuis des siècles, les compositeurs avaient été attirés par la dissonance, entendue comme la possibilité d'exprimer la subjectivité réprimée, les souffrances de l'impossible liberté, la vérité sur la monstruosité régnante. Les moments les plus forts ont été ceux au cours desquels l'élément dissonant s'est imposé tout en se dissolvant dans l'équilibre du tout. Écriture intérieure de l'histoire de la subjectivité en même temps que figure anticipatrice de la réconciliation. Si la peinture actuelle se débarrasse de l'ultime ressemblance avec l'objet, il est un fait aussi que seule la convention, la contrainte dictée par le commanditaire ou par le marché, ont imposé aux tableaux et aux sculptures du passé d'obéir à la ressemblance indiscutée avec le monde des choses. La violence de l'œuvre les a portés loin de là, tout comme les musiciens l'ont été au-delà de la clarté de la consonance. Au risque de répéter des choses trop bien connues, citons le nom de deux peintres qui précisément avaient élu domicile dans la sphère théologique. Grunewald et Gréco. La phrase de Valéry, selon laquelle le meilleur du nouveau en art correspond toujours à un besoin ancien, est d'une portée incommensurable. Elle dit d'abord clairement que dans ses manifestations les plus notoires, qu'on discrédite en les qualifiant d'expérimentales, le nouveau est la réponse obligée à des questions irrésolues, mais elle détruit aussi du même coup l'apparence idéologique de la clôture bienheureuse, apparence dont le passé ne s'affuble de mille façons que parce que l'ancienne souffrance ne peut plus s'y lire directement comme chiffre de la souffrance du monde actuel.